Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, déjà, je vais commencer par faire une annonce, parce que je pense que c'est important pour plus de clarté. Je vais tâcher de la faire courte. J'en ai parlé rapidement sur Instagram, j'en ai parlé en newsletter, je vais le mettre également en story à la une sur mon compte. Je suis en train de prendre un tournant. Mon entreprise, moi en tant qu'entreprise, si tu veux, en tant que chef d'entreprise, même si je suis auto-entrepreneur, je suis en train de prendre un tournant. Donc pour la faire courte, je vais mettre en pause longue, toutes mes offres autour du Human Design. Alors, à moins que tu brûles d'envie de découvrir ton thème HD uniquement avec moi, parce que tu te dis qu'il y a que Flora qui peut le faire, là, dans ce cas, tu m'envoies un mail, un message en privé sur Insta, tu me contactes sur Threads, tu me contactes sur mes réseaux sociaux, voilà. Mais en habituel, entre guillemets, je vais l'enlever de mon site web. Pour le moment. Pour plein de raisons qui m'appartiennent, mais en fait, surtout, c'est parce que, tu vois, mes clientes en Human Design, je les invite à suivre leur intuition, surtout mes clientes qui vont avoir un type sacral, donc générateur, manifesting générateur. Je les invite à se connecter à ce qui brûle en elles. Et pour être 150 000% sincère avec toi, là, ce qui brûle en moi, c'est l'enseignement énergétique. Là, je veux faire que ça. Pour l'instant. Ce n'est pas un intérêt restreint parce que du coup le Human Design c'est toujours une folle passion. Je proposerai d'autres épisodes sur le Human Design et je pense que d'ailleurs je vais pouvoir un peu plus me lâcher en ce qui concerne ce qui va t'aider par exemple à trouver quelqu'un qui va te permettre d'avoir une lecture empouvoirante, ce genre de choses, vu que techniquement ce sera plus mes concurrentes. Donc voilà, je me sentirais peut-être un peu plus libre. Bon, je me suis toujours sentie libre, hein. Voilà. Mais là, maintenant, voilà, c'est l'enseignement qui m'est revenu en pleine poire, mais pour pas grand-chose, en fait. Et pour faire cette petite aparté sur le Human Design, j'ai eu un échange sur Threads. En fait, j'ai répondu à un message d'une nana qui disait « je me relance dans le Reiki et est-ce que vous avez des bouquins à me conseiller ?» Du coup, j'ai participé à la conversation. J'ai dit, écoute, moi je suis enseignante en Reiki Usui, et puis je lui ai fait des suggestions de bouquins. Et j'ai eu d'autres demandes à la suite de ce post, et en fait ça m'a tellement fait kiffer. Je me suis dit, mais oui Flora, mais en fait oui. Donc voilà, c'est pour ça que je vais mettre en pause le HD, je vais me focaliser sur l'enseignement énergétique. Si tu as écouté les messages précédents, je suis en train de relancer mon enseignement en Lao-Chi. Le programme d'enseignement autour du Lao-Chi, c'est en train de se finaliser. Donc, il est toujours temps de t'inscrire à la liste VIP. Tu as le lien en description de cet épisode de podcast. Donc, c'est toujours possible de t'inscrire pour bénéficier d'un tarif ultra préférentiel. Ce tarif ne sera disponible que via la liste VIP. Voilà. Je préfère vraiment être hyper claire là-dessus, et ce tarif ne sera disponible qu'une seule fois. Comme ça, on est clair. Donc, presque 5 minutes, on va peut-être s'arrêter là, hein ? Et on va commencer enfin cet épisode de podcast. En fait, je voulais faire autre chose initialement, et j'avais commencé à écrire un script qui était toujours sur l'énergétique, mais qui était axé sur autre chose. Et en faisant des recherches, je me suis dit, non Flora, tu vas faire un épisode de 2 heures, là c'est pas possible, on scinde. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire du Reiki Usui. L'histoire telle qu'elle est racontée et ce qu'on en sait de façon à peu près sûre maintenant. Donc, c'est toute la thématique de cet épisode et je vais pas spoiler tout de suite
la prise de conscience que j'aimerais t'amener à faire. Donc ça, on en parlera à la toute fin. Donc, le Reiki Usui, déjà, très brièvement, qu'est-ce que c'est ? C'est un système de guérison énergétique par imposition des mains. À savoir que ces termes sont japonais, je vais t'expliquer pourquoi. Reiki, c'est un mot qui fait partie du vocabulaire japonais qui signifie énergie universelle ou énergie divine. Et Usui, c'est le nom du premier enseignant. C'est le nom de l'homme qui a conscientiser quelque part cette énergie-là. Alors, bon, on va rester comme ça. Cet homme qui a conscientisé cette énergie-là et qui a trouvé un moyen de transmettre l'initiation pour que ça s'active après dans toutes les personnes chez qui il avait activé, si tu veux, le truc. Bref. Donc c'est vraiment... Donc Usui, c'est Mikao Usui, qui était un japonais qui est né en 1865, ça on en est sûr. Après, il semble qu'il viendrait d'une famille de samouraïs, à savoir que 1865, on est dans, a priori, alors juste après, j'ai aucune mémoire des dates, hein, donc voilà. On est juste après la révolution Meiji, donc c'est la fin des shoguns. Et donc, c'est tout ce dont je me souviens, parce que j'ai demandé à un expert en, en histoire japonaise, et j'aurais dû prendre des notes, c'est pas grave. Donc voilà, il aurait été d'une famille de samouraïs, ce qui pourrait faire comprendre aussi le côté extrêmement spirituel, même si l'enseignement religieux et spirituel, a fortiori au XIXe siècle, mais a toujours été très présent au Japon. Donc voilà, il aurait été d'une famille de samouraïs, et puis un jour il a reçu le Reiki. Je vais t'expliquer ce qu'on en dit. En fait, je vais commencer par t'expliquer l'histoire qu'on m'a racontée. Une partie de l'histoire qu'on m'a racontée quand moi-même j'ai passé mon premier degré de Reiki, il y a une quinzaine d'années. Mon enseignante, que j'adore, nous a raconté l'histoire de Mikao Usui, du docteur Mikao Usui. Attention, tous les termes sont super importants. Le docteur Mikao Usui. Le docteur Mikao Usui, qui était donc un moine chrétien, qui, de par sa curiosité intellectuelle, a voulu aller étudier la théologie à Chicago, dans une université théologique chrétienne de Chicago, où il aurait obtenu un doctorat en théologie chrétienne. Revenu au Japon, il aurait été doyen d'une université à Kyoto. Je ne me rappelle plus du nom de l'université, mais on s'en fout. Donc doyen d'une université à Kyoto, et un jour, au cours d'une discussion avec ses élèves lui auraient dit « Mais enfin, docteur Usui, si le Christ pouvait guérir par l'imposition des mains, pourquoi est-ce que vous, qui êtes si pieux, n'avez-vous pas pu guérir vous-même par l'imposition des mains ?» Et donc, on continue l'histoire qui m'a été racontée quand j'ai fait mon premier degré de Reiki Usui. Et donc, il a posé sa dème. Non, mais c'est un peu ça, en fait. C'est un peu comme ça que ça m'a été raconté. Il a posé sa dème, et puis il est parti continuer d'étudier. Alors, il aurait étudié les sutras dans différentes traductions, dans différentes langues. Il aurait étudié le bouddhisme tibétain. Voilà, il aurait étudié des milliers de trucs. Et puis, il serait allé faire une méditation en haut d'une montagne, dont le nom n'est pas le nom de la réelle montagne. Hein. Voilà. Donc il serait allé faire une méditation de 21 jours en haut d'une montagne, et au 21e jour, il aurait reçu par son front une lumière intense et vive, et il aurait vu des milliers de bulles de couleurs autour de lui, dans lesquelles se trouvaient des symboles en sanskrit. Et boum. Et il aurait senti donc une énergie dans ses mains, il serait allé vite en parler à un copain moine, et puis il aurait passé 7 ans dans un quartier très pauvre à Kyoto pour contribuer et donner du Reiki aux pauvres qui ne pouvaient pas aller voir le médecin. Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire qu'on m'a racontée.
Et en fait, elle est très très différente de ce qu'on sait du docteur Usui. Enfin, du docteur. Tu vois, je dis tout le temps docteur Usui parce que ça fait 15 ans que, pour moi, il était docteur. Et donc là, ça fait genre 4 jours que pour moi, il est plus docteur et que j'essaye de revenir sur Maître Usui. Oui, parce que je savais que, très concrètement, je savais que cette histoire, elle était un peu trop belle pour être vraie. Je savais qu'il y avait des trucs qui schmourfaient, en fait, dans cette histoire. Je la trouvais un peu chelou, je la trouvais pas très cohérente. Mais je la trouvais très jolie. Voilà. Moi, il y a mon côté esthétique, et puis j'aime les histoires. J'aime les contes. Et pour moi, ça me remettait un petit peu, si tu veux, dans cette place d'enfant quand on lui raconte une histoire. Tu sais, je vais te raconter l'histoire de Podane, je vais te raconter telle ou telle histoire. Et moi, pour moi, c'était ce niveau-là, en fait. C'était une histoire d'une histoire d'une histoire. C'était un conte. Et j'aime les contes. Et donc, j'ai jamais pris pour argent comptant cette histoire-là. Néanmoins, et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, il faut vraiment comprendre que cette histoire, il y en a beaucoup qui la racontent comme si c'était réellement ce qui s'était passé. Ce qu'on sait mais tu vois l'absus du docteur Usui, ce qu'on sait de Mikao Usui. Ce qu'on sait de lui, c'est donc, comme je te l'ai dit, qu'il est né en 1865, a priori le 15 août. Il a été marié, il a eu 2 enfants. Alors, j'ai pas trouvé encore trop d'infos sur quel type de métier il a pu faire. Néanmoins, il semble également qu'il a pas mal bougé, qu'il a voyagé en Europe, mais il est toujours resté un petit peu, si tu veux, sur le continent asiatique et européen. Donc il a voyagé, ok, mais il a été marié, il a eu des enfants. Ce qu'on sait également, c'est que, comme tout bon japonais, entre guillemets, du 19e siècle, il a reçu une éducation religieuse à la fois au bouddhisme et au shinto. Donc, il a étudié très jeune le bouddhisme, le shinto, parce que c'était comme ça, et que c'était une éducation tout à fait classique. Il a développé sa spiritualité très très jeune, il s'est dirigé vers d'autres branches du bouddhisme, alors des branches toujours, mais des branches plus ésotériques a priori du bouddhisme. Donc il a étudié vraiment énormément autour de la religion. Des chrétiens au Japon, il y en avait, parce que il y avait du commerce, si ma mémoire est bonne, à Okinawa avec les Portugais. Donc il y avait quelques chrétiens, donc la chrétienté était présente, le christianisme, pardon, était présent sur le territoire du Japon. Néanmoins, a priori, Mikao Usui était bouddhiste et pratiquait également le Shinto. Comme il avait une pratique très approfondie du bouddhisme, il a procédé plusieurs fois à une méditation spécifique qui s'appelle la méditation de la repentance du lotus. Cette méditation est une méditation apparemment assez complexe qui se réalise en 21 jours, donc là-dessus on est ok. Et la 3e fois qu'il l'a faite, il l'a fait en haut d'une montagne, effectivement, je me rappelle plus du nom de la montagne, la montagne Kurama. Voilà, parce que je l'ai noté dans mon script. Ouh, pour une fois que je le note et que je regarde mon script. Donc, il a procédé à cette méditation en haut de la montagne Kurama. Et pourquoi il est allé faire cette méditation-là? Il avait déjà une 60aine d'années, sa vie était déjà très très avancée. C'est parce qu'il continuait de se poser des questions, sur un peu où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère, mais bon, j'en plaisante, mais il continuait de se poser des questions, il sentait un vide en lui, en fait, d'après ce que j'ai lu, il sentait une forme de vide en lui, et il ne le comprenait pas, et il l'associait aussi à la condition de l'incarnation, le fait qu'à partir du moment où on s'incarne, on n'est jamais vraiment complet, on n'est jamais aussi complet que lorsqu'on est sous une forme désincarnée, enfin voilà, il y avait ce genre de questionnement. Donc c'est vraiment des questionnements extrêmement spirituels. Et donc, en 1922, il avait pas tout à fait 60 ans, mais en 1922, je vais pas refaire le compte dans ma tête, je te jure, moi et les calculs... Mais donc, en 1922, il est allé sur la montagne Kurama, qu'il a choisie de façon extrêmement précise, parce qu'apparemment, d'un point de vue énergétique, elle était très puissante, etc. Mais bon, voilà, ça lui appartient. Il est allé sur la montagne Kurama, et il a procédé à la méditation de la repentance du lotus.
il n'a pas reçu des petites bulles avec des symboles en sanskrit dedans. En revanche, il a vécu l'expérience Satori. Et là, tu vois, quand j'en parle, je frissonne. Cette expérience, c'est une expérience d'illumination. Et c'est une expérience incroyable. Je ne l'ai pas vécue, hein. Je ne vais pas prétendre l'avoir vécue, je ne l'ai pas vécue. Mais c'est une expérience, c'est un petit peu le but que tu peux avoir quand tu es une personne aussi spirituelle que Maître Usui. Et en même temps, c'est pas vraiment un but, c'est que c'est un cadeau. Et donc, il a vécu l'illumination, l'expérience Satori, et il a vécu un Satori, donc. Et au sortir de ces 21 jours de méditation, il a senti une énergie en lui, il a senti une énergie dans ses mains. Et il a essayé sur lui. Il a d'abord essayé sur lui, s'est rendu compte que ça lui faisait du bien. Après, il a essayé sur sa famille. Après, il a augmenté, si tu veux, son panel de cobayes. C'est comme ça que moi je fais. Il a augmenté son panel de cobayes et s'est rendu compte que ça faisait du bien à tout le monde. Et donc, il a commencé à donner du Reiki à toutes les personnes qui en avaient besoin, puis à transmettre l'initiation, parce qu'il a déterminé un protocole d'initiation, et il a commencé à transmettre l'initiation. Ça s'est passé entre 1922 et 1926, quand il est décédé. Donc, ça n'a duré que 4 ans. Il faut comprendre que en 4 ans, donc il n'a pas fait tout de suite les initiations, parce que le Satori, c'était en 1922, en 4 ans, il a initié 2000 personnes à ce qu'on appelle maintenant les 2 premiers degrés. Donc il a initié environ 2000 personnes. Et je n'ai plus les chiffres en tête. Ah si. Pareil, Flora a bien fait son script. Donc il a initié 2000 personnes aux 2 premiers degrés, qui sont ce qu'on appelle les degrés praticiens maintenant. Et 19 personnes à la maîtrise. Donc, 19 personnes sont devenues maîtres Reiki, Reiki Usui. Donc, seulement 19 personnes. Donc, le Reiki, tel qu'on le connaît maintenant, tel qu'il est diffusé maintenant, vient d'un homme qui a initié 19 personnes. Pourquoi Reiki ? Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, je trouve que c'est hyper important d'en parler, c'est hyper important de le comprendre. Maître Usui a compris que cette énergie-là n'était pas une énergie nouvelle. Parce que pour lui, il n'y avait qu'une seule énergie. Une énergie qu'on appelle autrement dans d'autres cultures, mais que c'est toujours la même. C'est pour ça que pour lui, c'était Reiki. C'était Reiki parce que c'était énergie universelle. Après, il a appelé ça le Reiki... Attends. Je suis trop descendue dans mon... dans mon script. Reiki, Usui, TAT, quelque chose comme ça. Parce qu'il avait accolé son nom pour dire, si vous voulez des infos, allez voir Mikao Usui, quoi. Mais il avait vraiment conscience que c'était une énergie qui était déjà présente, qui était déjà là. C'est pas quelque chose de neuf. En revanche, il l'avait reçu en conscience. Vraiment, c'est ça l'idée, quoi. Donc tu vois que l'histoire est déjà extrêmement différente de celle que moi j'ai reçue quand j'ai fait mon initiation. Comment, du Japon, qui était quand même très autarcique en 1920, comment est-ce que le Reiki a pu se diffuser pour être aussi connu maintenant dans notre monde, aussi connu au XXIe siècle ? Eh bien, je vais te le raconter. Donc, parmi les maîtres qu'a formé Maître Usui, il y avait un monsieur qui s'appelait Shujiro Hayashi, qui était officier de marine, officier de la marine impériale japonaise. Et apparemment, alors moi j'ai trouvé ça un peu foufou, c'est que y a eu une période de mode du Reiki dans la marine japonaise. Je dis ok, bon, d'accord. Et du coup, Maître Hayashi, maintenant je veux dire Maître Hayashi a été initié au Reiki Usui. D'abord, les toutes premières initiations, les initiations de praticiens, puis l'initiation de la maîtrise.
pour devenir lui-même enseignant. Maître Hayashi a créé ensuite un organisme. Alors, il a fait partie de l'organisme qui avait été créé par Maître Usui. Il est resté dedans quasiment jusqu'à 10 ans après la mort de Maître Usui. Et en 1931, il a créé son propre organisme, qui était une sorte de centre de recherche du Reiki Usui, et un centre d'initiation également. Donc ça, c'est Maître Hayashi. Intervient une autre personne. C'est amusant parce que, tu vois, autant on dit Maître Usui, on dit Maître Hayashi, mais alors, Madame Takata, eh ben on dit Madame Takata. Pourtant, c'est Maître Takata, mais non, on dit Madame Takata. Dans les bouquins, dans les discussions, dans tout, c'est toujours Madame Takata. Alors, est-ce que c'est du sexisme ordinaire ? J'ai pas encore réfléchi dessus, mais j'ai trouvé ça assez amusant au final, parce que moi, j'ai toujours lu et entendu parler de Madame Takata. Alors, Madame Takata, qui est-elle ? Madame Takata, elle est née de parents japonais à Hawaï, sur l'île de Kauai. Elle a été veuve assez jeune. Elle est née en 1900 tout court. J'ai vu sa date de naissance, 24 décembre 1900. Et elle a été veuve assez jeune, et donc elle a dû travailler très très dur. Et quand sa sœur est décédée, la coutume japonaise voulait qu'elle aille au Japon voir ses parents pour leur annoncer le décès de sa sœur. Donc elle est retournée au Japon. Et elle n'avait pas d'argent parce qu'elle avait été femme seule avec 2 enfants, elle travaillait comme une acharnée, mais elle avait mal partout, enfin voilà, donc elle allait voir un médecin, ses parents lui ont payé un médecin. Elle allait voir un médecin qui lui a diagnostiqué différents soucis, entre autres des calculs biliaires, si ma mémoire est bonne, un début d'appendicite, et une tumeur à l'estomac, une tumeur dans le ventre. Bon, peut-être Madame Takata était pas foufou. Et le médecin lui avait dit, il va falloir vous faire opérer. Et en fait, alors, j'ai lu différentes choses, il y a la version un peu pragmatique et la version qui me plaît plus, parce qu'il y a des histoires d'intuition, de canalisation. Il semble que Madame Takata ait reçu l'information 3 fois pour lui dire, l'information, le message intérieur, si tu veux, pour lui dire « Tu n'as pas besoin d'opération. Ne te fais pas opérer. » Donc, elle est retournée chez le médecin, elle lui dit « Ok, est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller que je puisse tester avant de me faire opérer ?» Ainsi, il lui a parlé du centre Hayashi. Elle est allée au centre Hayashi, elle a reçu des séances de Reiki pendant 40 jours données par 2 personnes. Alors en fait, j'ai lu plusieurs infos. Alors soit c'est pendant 3 mois, 2 soins par jour, enfin 2 séances de Reiki par jour, soit c'était pendant 40 jours non-stop. Alors moi j'ai compris une séance de Reiki, mais peut-être que c'était 2. C'était assez ambigu. Moi j'ai compris une séance de Reiki donnée par 2 personnes pendant 40 jours. 2 élèves de Maître Hayashi. Et à la fin de ces séances, on va dire entre 40 jours et 3 mois, à la fin de ce temps où elle a reçu du Reiki tous les jours, ben elle est retournée chez le médecin, et il n'y avait plus rien. Et elle était guérie. Donc, elle est retournée au centre Hayashi, et elle leur a dit « Je sais pas ce que vous faites, mais je veux apprendre. » Voilà. Ainsi, Madame Takata a reçu l'initiation Reiki, donc dans un premier temps, les initiations praticiens, et avant de repartir... Flora, tiens, on est en train de mettre la charrue avant les pneus, là. Donc elle a reçu les initiations praticiens, et au bout d'1 an et demi, 2 ans, elle est rentrée à Hawaï, où elle a créé... J'avais lu un cabinet, mais apparemment, il y en avait 2 centres. Donc a priori, ça aurait été un à Kauai et l'autre à Honolulu. Mais en tout cas, elle a créé au moins un cabinet dans lequel elle recevait des personnes et elle proposait des séances de Reiki. Et de plus en plus de gens à Hawaï lui ont dit « Mais nous aussi, on veut apprendre. » Mais elle pouvait pas parce qu'elle avait juste le degré de praticien. Là, j'utilise des termes qui sont anachroniques. Voilà, il faut comprendre que j'utilise des termes anachroniques parce que ça s'appelait autrement, mais en gros, pour que tu puisses faire le lien avec
le Reiki tel qu'il est proposé à l'heure actuelle, c'est plus simple pour moi de parler de degré praticien et de degré de maîtrise. Bref. Donc, Madame Takata n'avait que le degré praticien, n'avait que les 2 premiers degrés. Et du coup, elle a invité Maître Hayashi à Hawaï pour l'initier, elle, au degré de maîtrise, mais également pour initier les personnes qui étaient intéressées, qui avaient envie de recevoir l'initiation Reiki. Voilà. Bon, je fais des ellipses temporelles, on comprend, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, etc., mais voilà. On se retrouve juste avant le conflit mondial, la guerre 39-45. Le racisme anti-japonais augmentait. La méfiance envers les techniques qui venaient du Japon était incroyable. Alors, jusqu'à, grosso modo, les années 50, Madame Takata a enlevé son petit panneau « Ici, centre Takata pour recevoir du Reiki », et elle a fait ça un peu plus en loose day. Elle a fait ça un peu plus discrètement, et jusqu'à 1950 à peu près. Donc 1950, elle a repris ses activités en tant que praticienne Reiki, puis enseignante Reiki. Et dans les années 70, elle s'est dit, probablement pas dans ces termes, « Bon cocotte, t'as 70 ans, il semblerait qu'il n'y ait que toi, maintenant, dans le monde entier, qui soit maître Reiki. Ce serait peut-être bien que t'en inities 2-3, là, pour être maître Reiki à leur tour. » Elle a donc initié 22 maîtres Reiki. Et elle est décédée en 1980, oui je crois que c'est ça, elle est décédée en 1980. Ces 22 maîtres Reiki se sont rassemblés, ont créé ce qu'on appelle l'Alliance Reiki, et en gros, voilà, ils ont fait perdurer le Reiki de cette façon. Voilà. Ce n'est pas la fin de cet épisode. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire. Madame Takata, en fait, elle a complètement réarrangé l'histoire de Reiki. Parce que, si tu te souviens bien du tout début de l'épisode, je t'ai parlé d'un moine chrétien, né au Japon, qui avait étudié à Chicago, qui était doyen de l'université de Kyoto, qui a pendant 7 ans donné son temps et du Reiki aux plus pauvres à Kyoto, qui est enterré à Kyoto, etc. Pourquoi ? Je te l'ai dit brièvement, au moment où Madame Takata, elle a rendu ses activités un peu plus discrètes. Ça venait du Japon. Tu as le grand traumatisme de la mondialisation du conflit de 1939-1945. Tu as le grand traumatisme de Pearl Harbor. Tu as en fait un racisme incroyable contre les Japonais à cette époque-là. Donc il fallait, pour que le Reiki perdure, quelque part, il fallait l'occidentaliser. Il fallait le rendre un peu plus vendeur. Pour le rendre plus vendeur, quoi de mieux que de sortir de ces religions... attention, entends mes guillemets virtuels, entends mes guillemets qui clignotent, de ces religions primaires, primitives, il y a beaucoup de guillemets, hein, c'est pas du tout primitif, mais de ces religions exotiques, il va devenir chrétien, ce sera beaucoup plus acceptable. Pour le rendre encore plus acceptable, un chrétien qui a étudié aux États-Unis. Hey, pas mal. Et encore mieux, doyen d'une université. Là, on assoit le bonhomme. Et puis après, je ne sais pas si l'histoire de Madame Takata comprenait ce truc complètement farfelu des bulles de lumière avec des mots en sanskrit dedans, des symboles sanskrit dedans, etc. Ça, j'en sais rien. Mais en fait, elle a, entre guillemets, déjaponisé le Reiki pour pouvoir le rendre acceptable aux États-Unis et ensuite dans le reste du monde. Concrètement, c'est ça qui s'est passé. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en fait, elle a inventé des règles qui ne font pas partie du Reiki Usui tel qu'il était transmis par Maître Usui, puis par Maître Hayashi. Elle a inventé des règles. Entre autres, par exemple, elle a raconté que c'était une technique de guérison qui ne se transmettait qu'oralement.
Parce que de cette façon, tu peux contrôler aussi qui a l'info et qui ne l'a pas. D'autant plus, encore une fois, en tout cas, quand elle a elle-même initié des maîtres Reiki, c'était dans les années 70. Elle est décédée en 1980. Donc, à cette époque-là, autant te dire qu'Internet n'existait pas. Donc, les informations étaient beaucoup plus difficiles à trouver. Et de ce fait, elle contrôlait l'information. Si c'est forcément un enseignement oral, c'est elle qui contrôle. C'est elle qui contrôle l'information. C'est elle qui contrôle les histoires qu'on raconte. Elle interdisait à ses élèves de prendre des notes. Voilà. Il ne fallait pas de traces écrites. Et en fait, c'est Madame Takata qui a créé les degrés. Parce que il y avait différentes initiations. Il n'y en avait pas 4, enfin, 3 et 4, ça dépend. Il n'y en avait pas 3 ou 4, il y en avait plus. Et d'ailleurs, le Reiki 1, en fait, tu reçois... Ça fait un moment que j'ai pas donné le Reiki 1, je crois que tu reçois 4 initiations. Donc c'est pour ça, après, elle a regroupé en niveau. Pour moi, je veux dire, c'est complètement ok. Hein. Je dis pas que Madame Takata, elle a fait du caca, hein, c'est pas ça du tout. C'est juste que il faut prendre conscience des histoires qu'on nous raconte. Il faut prendre conscience de la glamourisation, si tu veux, des histoires qu'on nous raconte. Parce que là, tu vois, évidemment, c'est vachement plus classe. Le mec, il est incroyable, c'est un globe-trotter. Pardon, Maître Soui. Mais le gars, c'est un globe-trotter, c'est un chrétien convaincu, et il a reçu l'illumination christique, alors qu'il avait étudié les sutras. Mais tu dis, non mais à un moment, ça fait camoulox, quoi. Et c'est incroyable, il a reçu toutes ces initiations sur une montagne magique, gna gna gna. Ah bah oui, hein, ça fait un petit peu moins vendre du rêve quand c'est juste un monsieur japonais, bon, qui est extrêmement spirituel, et qui cherchait le sens de la vie, et qui est allé en haut d'une montagne magique quand même, c'est un haut lieu énergétique, qui est allé sur une montagne, et qui a médité, et qui a fait une méditation bouddhiste pendant 21 jours. Ah bah oui, non, c'est moins classe, là. Il y a pas de petite bulle, il y a pas de sanskrit. Ah, fuck. Mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, moi, la première phrase de mon manuel de Reiki 1, c'est le Reiki Usui vient d'une ancienne tradition tibétaine. Ben non, c'est pas grave. Demande-toi en fait, c'est là en fait mon point, c'est que moi j'ai pas de problème avec l'histoire qu'on raconte à condition qu'on ait conscience que c'est un conte, que c'est une histoire, que c'est une belle histoire. Et elle est légitime dans le sens où, effectivement, si Madame Takata n'avait pas eu cette conscience aiguë du fait que le Reiki allait se perdre et que c'était quand même bien dommage parce que c'est une technique incroyable, et c'est un mode, je dis pas une mode, je dis un mode, un mode de guérison par imposition des mains qui est vraiment fascinant. Si elle n'avait pas eu la présence d'esprit de piger que, compte tenu que c'est quand même extrêmement japonais et que compte tenu du racisme ambiant contre les Japonais, ça allait se perdre, si elle n'avait pas eu cette conscience-là, le Reiki aurait été perdu. Après, ce que je n'ai pas trop compris, moi, c'est pourquoi elle a tout balancé sur Kyoto en disant oui, il était doyen d'une faculté à Kyoto, oui, il est enterré à Kyoto. Ben non, en fait, Maître Usui a une stèle funéraire à Tokyo. Le rite a été accompli à Tokyo, il y a une stèle qui a été financée par ses élèves reconnaissants, et c'est à Tokyo. D'ailleurs, je suis en train de relire un bouquin sur les origines du Reiki Usui, et donc qui débunk un petit peu aussi l'histoire de Madame Takata, l'histoire racontée par Madame Takata, et l'histoire telle qu'on a des informations factuelles. Et dans les annexes du bouquin, tu as, entre autres, un certificat, enfin, une attestation de l'université de Kyoto, dont le nom m'échappe, mais c'est pas grave, une attestation de l'université de Kyoto, dans laquelle la personne responsable dit que elle a cherché dans les archives, elle est remontée extrêmement loin, et à aucun moment il n'y a le nom de Mikao Usui, aussi bien en tant qu'élève qu'en tant qu'enseignant, et encore moins en tant que doyen. Donc,
Elle a voulu lisser l'histoire. Elle a voulu la rendre un peu plus vendeuse, un peu plus... c'est du soft power, en fait. C'est complètement du soft power. Elle a voulu rendre l'histoire acceptable, les origines acceptables, pour que le Reiki perdure. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut vraiment que tu conserves ton esprit critique. Dis-toi que les histoires, parfois, ne sont que des histoires. Et quelque part, on s'en fout. Ça peut être sympa. Moi, j'adore connaître les origines de tout. Donc, effectivement, après, moi, je cherche. Et moi, je farfouille. Mais il y en a combien qui, en fait, s'en cognent? Parce que ce qui compte, et c'est pas un jugement, ce qui compte, ça va être l'efficacité du système. Oui, mais 10 000% oui, évidemment. Évidemment, l'efficacité du système, c'est le principal. Mais dis-toi, dans ce cas, que les histoires qu'on te raconte ne sont que des histoires. Parce que, après, on a cette tendance à vouloir glamouriser les choses, les rendre sexy, instagrammables, etc. Oui, alors tu comprends, j'ai jeûné pendant 3 mois, pendant ce temps, j'ai reçu l'illumination d'Isis, et puis machin, et puis bidule. Et j'ai canalisé un système de guérison énergétique, parce que j'ai la foi, et parce que machin. Pas forcément, en fait. Je veux dire, je vais te parler de Roland, mon enseignant, c'est celui qui m'a initié à la maîtrise en Reiki Usui, maîtrise plus enseignement. Il a canalisé des systèmes de guérison énergétique, mais je vais pas te dire qu'il les a canalisés dans sa cuisine, c'est un peu exagéré, mais quasi, en fait. Il a commencé à recevoir des informations et de l'énergie, et puis c'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé de façon de plus en plus intense, il a noté, et il a, par canalisation, créé des systèmes de guérison énergétique. Mais c'est tout aussi valable d'avoir fait ça dans sa cuisine que d'avoir fait ça en haut de, j'en sais rien, moi chez nous on va dire le Mont Blanc, ou le Ballon des Vosges, j'en sais rien, je veux dire. Alors oui, c'est moins sexy. Ah ouais, c'est vachement moins sexy que de dire oui, j'ai quitté femme et enfant et je suis allée prendre des enseignements auprès d'un gourou obscur en Inde. Ah oui, enfin moi excuse-moi, je préfère le mec qui est resté chez lui, qui est resté, enfin évidemment comme il le souhaite, mais qui a pas juste quitté femme et enfant parce qu'il avait envie d'aller s'installer à Bali pour écouter le gourou coucou là. C'est bon. Non, je veux dire, il est resté en Alsace, il a continué de faire ce qu'il faisait, continué d'écrire, continué de transmettre le Reiki, continué d'enseigner, continué de travailler avec son épouse. Il s'est occupé de son fils et il a eu cette grande bénédiction de pouvoir recevoir des systèmes de guérison énergétique qui sont incroyables. Mais voilà. Ah ouais, non, c'est vachement moins glamour. C'est moins glamour que celle qui va te vendre un truc à la con avec un nombre angélique, là, 11 111 $, en te disant j'ai eu cette information en me lavant les cheveux. Non mais ça va, meuf, putain. Non, faut vraiment exercer son esprit critique. Son esprit critique. Comprends que les histoires qu'on te raconte sont des histoires. Juge au résultat. Juge au bien-être que ça t'apporte. Parce qu'au final, quand tu regardes l'histoire, telle qu'on en a des informations concernant Maître Usui, c'était un homme spirituel. C'était un homme qui a contribué, qui a donné énormément à sa communauté. C'est un homme qui a testé, qui a éprouvé, qui a mis à l'épreuve et qui a cherché à contribuer. C'est quoi? Pour moi, ça c'est le principal. T'as pas besoin de rajouter des bulles dorées, quoi. Moi, je m'en fous des bulles dorées. C'est un homme qui a eu un impact dans sa communauté, qui a soulagé des gens. C'est un grand homme, en fait. Et à notre place, si tu veux, chacun d'entre nous, peut-être un grand homme, une grande femme, enfin, un grand homme avec un grand H, tu vois, un grand humain. On peut, chacun d'entre nous, à notre niveau, être un grand humain. On n'a pas besoin de bulles dorées et de mots en sanskrit de mes couilles, pardon.
Ça m'a échappé. De mes ovaires. Mais, ouais, non, c'est... Voilà. Garde ton sens critique. Vraiment, garde ton sens critique. Et la semaine prochaine, dans l'épisode de la semaine prochaine, je te parlerai du Reiki Usui et des différences avec le Lao-Chi. Parce que, comme tu le sais, si tu m'écoutes régulièrement, je suis en train de relancer mon programme Lao-Chi. Donc on va pas faire un concours de taille de nez. On va pas faire un concours de taille de nez, mais la semaine prochaine, je t'explique les différences entre le Reiki Usui et le Lao-Chi, et pourquoi le premier programme que je relance, c'est le Lao-Chi. Je t'explique tout ça la semaine prochaine. Mais en attendant, si tu veux bénéficier d'un tarif exclusif, réduit, évidemment, parce que sinon ça n'a pas de sens, quand le programme Lao-Chi sera relancé, mon programme Lao-Chi, mon programme d'enseignement, eh bien, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente. Tu trouves le lien dans la description. Et je te remercie de m'avoir écouté, dire des gros mots et raconter des histoires. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdit. À très vite!